Monsieur le commissaire Didier Reynders, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous sommes extrêmement honorés et ravis de pouvoir avoir cette heure de discussion avec vous. Nous avons plus de 570 participants qui se sont connectés, qui vont pouvoir vous poser des questions. Je les relayerai, ils peuvent les poser par écrit. Nous sommes très, très heureux que vous ayez accepté de nous consacrer une heure. Vous êtes un homme politique belge éminent. Vous étiez encore, il n'y a pas si longtemps que ça, vice-premier ministre de votre pays, ministre de la Défense, des Affaires étrangères. Vous avez occupé d'éminentes fonctions, ministre des Réformes institutionnelles, j'en passe et des meilleurs. Vous êtes un ancien et un vétéran du Parlement. Vous êtes aussi le patron historique du mouvement réformateur, qui est le Parti libéral belge. Et donc, vous êtes depuis la commission von der Leyen en charge d'un des sujets les plus importants et peut-être les plus évolutifs pour l'Union européenne, l'état de droit et la justice, sujet qui suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt dans les débats que la Fondation Robert Schuman organise. Donc, merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Et je vous propose d'organiser notre discussion en vous donnant d'abord la parole pour que vous nous précisiez votre action, l'ampleur de tout ce que vous avez en chantier, et peut-être ensuite de vous poser quelques questions. D'ores et déjà, nous avons organisé cette conférence en partenariat avec un cabinet international, Élysée Avocat, qui est spécialiste dans les questions de due diligence, de compliance. Donc, il y aura bien une ou deux questions sur le sujet aussi, même si l'ampleur de votre portefeuille nous porte plutôt à regarder sur l'état de droit dans les États membres. Monsieur le commissaire, merci. Je vous cède la parole. Mais merci beaucoup, Monsieur Giuliani, et merci d'abord pour cette invitation et cette occasion, à travers la Fondation Robert Schuman, de m'adresser à des citoyens européens, finalement, dans le cadre d'un certain nombre de projets. Je vais tenter, effectivement, en une dizaine de minutes, d'aborder plusieurs aspects, mais à commencer par la façon dont, à travers ce dialogue avec les citoyens européens, nous souhaitons, au sein de la Commission, promouvoir une véritable culture d'état de droit, faire en sorte que au cœur du travail qui est le mien dans cette commission, on ait vraiment l'occasion d'échanger avec les citoyens européens et avec les différentes autorités européennes également, bien entendu, sur le thème de l'état de droit, parce qu'il faut garder à l'esprit que l'Union que nous avons développée de plus en plus au fil des décennies est avant tout une communauté de droit et une communauté de valeurs. Nos valeurs sont finalement le fondement de l'Union européenne et elles ont toujours été au cœur du projet européen. On a beaucoup parlé au moment de l'installation de l'actuelle Commission de la manière européenne de vivre, le European Way of Life. À mes yeux, c'est l'article 2 du traité. C'est la protection des libertés individuelles par l'état de droit, le respect des droits fondamentaux et tous les éléments qui font que nos démocraties fonctionnent correctement. L'état de droit, c'est un élément d'une importance fondamentale parce que c'est ce qui garantit finalement toutes les autres valeurs, en ce compris ce que je viens d'évoquer, le respect des droits fondamentaux et le fonctionnement de la démocratie. Alors, c'est un élément essentiel parce que c'est un élément qui garantit une application efficace d'abord de la législation de l'Union européenne. C'est aussi un élément de confiance entre États européens, mais entre citoyens européens. C'est une confiance mutuelle. C'est un élément fort de la coopération judiciaire et c'est ce qui permet le bon fonctionnement du marché intérieur avec un maintien d'une compétitivité élevée et la promotion d'un environnement favorable à l'investissement. Si on veut investir dans un État membre, on doit avoir un degré élevé de confiance dans le respect de l'État de droit au sein de cet État membre. Mais vous l'avez vu, comme moi, malheureusement, la situation de l'État de droit dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne est préoccupante. On ne peut pas considérer comme acquis définitivement l'état de droit parce que inscrit dans les traités, il faut qu'on doit régulièrement organiser des débats, des dialogues, des discussions, prendre des initiatives et de temps en temps des actions pour protéger et promouvoir cet état de droit. Et je dirais que la pandémie a été une sorte de test de résilience de l'état de droit. On a décuplé un certain nombre de préoccupations en matière de droits fondamentaux, d'abord parce qu'il y a eu, pour des raisons de santé publique, un grand nombre de restrictions
aux droits fondamentaux, aux libertés individuelles. Et il est donc nécessaire d'agir, et au niveau de la Commission européenne, nous le faisons en utilisant tous les outils à notre disposition dans ce que l'on appelle notre boîte à outils, ce qui permet, y compris, de lancer des procédures d'infraction devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et la jurisprudence de la Cour permet de définir de mieux en mieux, de manière de plus en plus précise, les contours d'un certain nombre de principes applicables en matière d'état de droit. Mais nous avons aussi élargi la panoplie d'outils à notre disposition, au-delà du dialogue avec les États membres, au-delà des procédures d'infraction ou de la procédure, on y reviendra peut-être si vous le souhaitez, de l'article 7 qui se trouve déjà dans les traités et qui a été utilisé jusqu'à présent par la Commission à propos de la Pologne et par le Parlement européen à propos de la Hongrie. Nous avons l'année dernière mis en place un nouveau mécanisme en matière d'état de droit, un mécanisme qui se fonde essentiellement sur un rapport annuel. C'est un véritable cycle maintenant, un rapport annuel touchant les 27 États membres sur un pied d'égalité et définissant finalement la base même de la discussion que l'on veut ouvrir sur l'état de droit avec l'ensemble des États membres. Et le but est de prévenir les atteintes à l'état de droit, éviter qu'elles ne se produisent, mais éviter aussi que certaines atteintes ne s'aggravent. Alors l'idée, c'est d'être proactif. Et donc, nous essayons d'agir suffisamment tôt dans le processus pour faire en sorte qu'il y ait une réelle prévention qui intervienne. Et il est évident que cela permet aussi d'organiser des discussions entre États membres pour regarder quelles sont les meilleures pratiques en matière d'état de droit à l'intérieur de l'Union européenne. C'est un rapport annuel qui va vraiment alimenter maintenant de manière permanente les discussions, quelles que soient les évolutions, qu'elles soient positives ou négatives en matière d'état de droit dans les États membres. Et nous analysons la situation dans ce rapport sur 4 grands thèmes, 4 grands piliers: les systèmes judiciaires, leur indépendance, leur qualité, leur efficacité; les cadres institutionnels permettant de lutter contre la corruption; la liberté des médias et le pluralisme des médias, mais aussi l'ensemble des équilibres institutionnels qui peuvent exister entre les pouvoirs à l'intérieur d'un système constitutionnel. Et dans ce contexte, le but est vraiment, je le disais, d'installer une culture de l'état de droit. C'est ce qui fait qu'il m'apparaît très important que non seulement la Commission adopte ce rapport annuel, qui est une analyse de la Commission, c'est un document assumé pleinement par la Commission, mais préparé avec un certain nombre de partenaires, et qu'il faut ensuite aller débattre avec l'ensemble des acteurs. Ça signifie aller au Parlement européen, ce que j'ai fait déjà sur le premier rapport, bien entendu, en commission comme en séance plénière, aller au Conseil Affaires Générales, discuter avec les ministres ou les secrétaires d'État en charge des affaires européennes, débattre avec les ministres de la Justice, notamment du premier thème sur l'indépendance, la qualité et l'efficacité des systèmes de justice, mais surtout aussi aller débattre avec les parlements nationaux. J'ai déjà à ce moment organisé, malheureusement de manière virtuelle pour l'essentiel, en raison de la pandémie, 19 visites dans les parlements nationaux au sein de l'Union européenne pour discuter du rapport et du chapitre consacré à l'État en question. Et donc, c'est une façon de faire en sorte qu'on ait aussi une discussion avec les États membres, avec les parlements nationaux, pas seulement avec les gouvernements nationaux et pas seulement avec les institutions à l'échelon européen. Et c'est un dernier mot sur ce rapport, puisque nous préparons déjà le 2e rapport qui devra être adopté au mois de juillet de cette année. Ce sont des discussions qui nous ont permis non seulement d'aborder de façon générale la situation de l'état de droit, mais par exemple au Conseil Affaires Générales de débattre déjà pour la 2e fois hier à nouveau de la situation dans 5 États en particulier. Donc vraiment d'oser pour la première fois au sein du Conseil une discussion sur les valeurs, sur l'état de droit dans chaque État membre de l'Union européenne. Et nous le faisons aussi, bien entendu, avec énormément de partenaires de la société civile qui contribuent à l'élaboration du rapport. Le 2e élément d'évolution, c'est le règlement qui est maintenant d'application depuis le 1er janvier de cette année concernant la conditionnalité entre l'état de droit et les éléments budgétaires, c'est-à-dire la conditionnalité entre le respect de l'état de droit dans les États membres et la capacité dès lors de continuer à financer des politiques qui vont être de plus en plus importantes en fonction des nouveaux budgets développés pour assurer la relance et la résilience en sortie de pandémie. Nous allons dépenser plus rapidement et probablement avec plus de flexibilité. Ça nécessite dès lors à la fois un contrôle sur les fraudes, ce que fera le parquet européen,
que nous mettons en place pour l'instant, mais aussi un contrôle sur le respect de l'état de droit. Quand on interviendra dans l'un ou l'autre État parce que nous aurons une préoccupation en matière d'état de droit, nous devrons aussi être vigilants pour protéger les bénéficiaires en bout de course. Il y a évidemment dans chaque politique des bénéficiaires. Le but n'est pas de s'en prendre au financement de ces bénéficiaires, par exemple aux agriculteurs dans la politique agricole commune ou aux associations qui d'ailleurs défendent la protection de l'état de droit. Non, il s'agit de les préserver, de garantir leur financement, mais peut-être d'éviter de continuer à financer une politique à travers le gouvernement qui mettrait en difficulté l'état de droit. Et donc nous travaillons à des lignes directrices en la matière et nous allons les publier une fois d'ailleurs que la Cour de justice aura sorti sa décision concernant le recours introduit contre ce règlement par la Hongrie et la Pologne. Mais c'est un outil supplémentaire, donc à travers le dialogue, nous menons ces discussions sur base d'un rapport annuel. Nous allons devant la Cour de justice lorsqu'il y a matière à infraction. Nous avons introduit déjà des procédures sur base de l'article 7, mais maintenant, nous aurons aussi cette conditionnalité budgétaire qui, je le répète, est d'application depuis le 1er janvier. Et donc, tous les éléments d'inquiétude, déjà depuis le 1er janvier de cette année, peuvent être analysés par la Commission. Alors, permettez-moi d'aborder encore très brièvement deux éléments qui touchent aux valeurs, finalement, qui fondent l'Union européenne et qui montrent aussi quels sont les enjeux dans la pandémie, mais au-delà. Alors d'abord, le problème de la libre circulation dans l'Union, c'est une problématique de très grande actualité pendant cette pandémie. J'ai vraiment comme préoccupation, étant en charge de la libre circulation, de garantir que cette libre circulation ait lieu dans les meilleures conditions possibles, en ce compris pendant la pandémie, parce que c'est un élément de base, finalement, des droits fondamentaux et des valeurs démocratiques au sein de l'Union. Et nous avons d'ailleurs travaillé beaucoup ces derniers temps pour faire en sorte que les États membres évitent de bloquer cette libre circulation. Donc, nous avons demandé des recommandations acceptées par tous les États membres pour empêcher des interdictions de voyage, même si on peut évidemment être restrictif à travers des tests ou des quarantaines. Ça n'est pas simple. Alors, nous allons maintenant essayer de faire en sorte qu'on lève le plus possible les restrictions de liberté de circulation grâce à un outil que j'espère pouvoir mettre en place avant l'été avec le Parlement et le Conseil. C'est un certificat de votre situation par rapport à la maladie, à la Covid-19, c'est-à-dire un certificat qui permettra d'éviter toute discrimination puisqu'il reprendra soit le fait d'avoir été malade mais d'être rétabli et de disposer d'anticorps, soit d'être vacciné, soit de passer des tests. Et dans les trois hypothèses, les États pourront dès lors fixer peut-être la levée des restrictions grâce à ces éléments d'information. Bien entendu, quand nous sortirons de la pandémie, ce certificat n'aura plus lieu d'être parce qu'il n'y a pas de question d'avoir une quelconque limitation de la circulation, de la libre circulation lorsque la pandémie aura disparu. Et le but est effectivement d'éviter toute discrimination et d'éviter aussi toute atteinte aux données personnelles. Donc, je suis aussi en charge de la protection des données. Et je dois vous dire que là aussi, nous avons évité que l'on ne collecte trop de données. Seules les données indispensables pour répondre aux questions du certificat vont être mises en avant. Et il n'y aura pas d'échange de données entre les États membres. Seule l'authenticité du certificat sera examinée. Et vous pourrez le demander soit par voie numérique, avec un QR code sur votre appareil mobile, par exemple, soit sur voie papier. Et puis, en conclusion, un mot simplement sur perspective sur laquelle nous avons encore travaillé beaucoup ce matin au collège, c'est la transition verte, ce qu'on a appelé le Green Deal. Comment faire en sorte que l'on puisse vraiment développer une politique qui nous permette d'être neutre en carbone en 2050 et de montrer que l'Europe a vraiment un rôle de leader en matière de protection de l'environnement, que ce soit dans la lutte contre les changements climatiques ou dans la biodiversité, par exemple, mais aussi un rôle de leader en matière de protection des droits humains ou des droits sociaux. Et c'est pour ça que je travaille également sur une initiative en matière de gouvernance durable. Cette gouvernance durable devrait nous permettre d'organiser un devoir de vigilance sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans les entreprises pour vérifier qu'on tienne bien en compte les impacts éventuellement négatifs des opérations d'une entreprise et de l'ensemble de ses fournisseurs sur l'environnement, sur les droits sociaux, sur les droits humains. Ce sera un travail important qui sera accompagné par des obligations pour les membres des conseils d'administration des entreprises de réfléchir à
une stratégie à moyen et long terme qui tienne compte pas seulement des actionnaires, mais de l'ensemble des partenaires de l'entreprise. Le but est vraiment de faire participer l'ensemble des acteurs à cet objectif de transition verte, à cet objectif de neutralité, je disais, carbone en 2050. Il y a énormément de choses à faire en la matière. J'y travaille aussi pour associer les consommateurs à cette évolution, mais en l'espèce, c'est un élément important de notre politique de faire en sorte que les entreprises soient vraiment ancrées dans cette démarche de durabilité à laquelle nous croyons vraiment très très fortement et qui a donné lieu aux accords de Paris et maintenant à des engagements très clairs de l'Union européenne. Encore la nuit dernière, l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de CO2 cet engagement a été vraiment consolidé encore par des accords entre les institutions européennes. Et ce matin, nous avons pris d'autres décisions sur la taxonomie et sur la manière d'orienter les financements et les investissements également vers la soutenabilité et donc vers tout ce qui peut nous aider à atteindre cette neutralité carbone en 2050. Voilà un certain nombre d'éléments, M. Giuliani, que je voulais simplement mettre en avant, mais je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions ou aux questions des participants. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, pour cette introduction extrêmement claire. Oui, alors énormément de questions sur l'état de droit, mais je voudrais noter avec nos partenaires d'Élysée Avocats une question sur vos projets du futur. Je sais que la Commission, la Fondation Robert Schuman regarde toujours vers l'avenir. Et je sais que vous préparez justement des textes sur le devoir de vigilance, la due diligence, la gouvernance durable. Est-ce que dans votre esprit et dans l'esprit de la Commission, c'est quelque chose qui pourrait constituer une sorte d'extraterritorialité du droit et des valeurs européennes? Alors, ce n'est pas une extraterritorialité, mais c'est toujours l'idée de faire en sorte que l'on ait ce qu'on appelle, pour reprendre aussi des termes anglo-saxons, un level playing field, une manière de traiter sur un pied d'égalité l'ensemble des acteurs, notamment lorsqu'ils sont présents dans le marché intérieur européen. Donc, nous n'avons pas la démarche américaine de vouloir avoir réellement une extraterritorialité dans notre attitude, mais nous voulons que tout qui agit sur le marché intérieur européen ait effectivement des obligations à remplir. C'est vrai sur la sécurité des produits que l'on exporte vers l'Europe, où nous demandons évidemment de respecter des règles en matière de sécurité. Nous le ferons également dans des domaines comme les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Alors, dans le domaine que vous évoquez, c'est ce que je disais en conclusion, je travaille pour l'instant à une initiative qui devra être une initiative horizontale, couvrant tous les secteurs, couvrant très largement les entreprises, évidemment avec une attention particulière pour les petites et moyennes entreprises. On ne veut pas aggraver leurs charges, on veut d'ailleurs exclure les entreprises de moins de 10 personnes et pour le reste travailler sur les risques réels. Mais pour faire quoi? Mais pour dire en fait, les entreprises vont devoir réfléchir beaucoup plus à moyen long terme et intégrer dans leur réflexion une analyse scientifique des impacts négatifs, des risques éventuels de leurs opérations sur l'environnement, le changement climatique, la biodiversité, mais aussi les droits humains. On parle du travail des enfants, on parle du travail forcé dans certaines chaînes d'approvisionnement, et sur les droits sociaux de façon générale. Et donc, il y a vraiment une demande d'aller vers ce devoir de vigilance. Pour l'instant, en Europe, il existe une seule loi générale en la matière, c'est en France, mais il y a des projets en Allemagne qui ont été décidés par le gouvernement allemand. Il y a quelques législations plus partielles dans d'autres États. Et puis, à côté de ça, je disais, des obligations pour les conseils d'administration, pour les directeurs dans les entreprises, de présenter une stratégie à moyen et long terme, avec évidemment des responsabilités à la clé. Si les risques devaient être constatés, avérés, ou si des impacts négatifs devaient intervenir, ça veut dire, par exemple, des responsabilités civiles, et aussi, puisque vous faisiez la comparaison avec le RGPD et la protection des données, des autorités administratives de supervision. L'idée, ce serait d'avoir des organes de supervision, comme nous avons des autorités de protection des données dans les États membres, ce qui permettrait d'assurer une interprétation commune de l'ensemble des dispositions de la directive que nous préparons, ce qui permettrait aussi de donner des lignes d'orientation sur les évolutions en la matière, et puis, s'il le faut, des sanctions administratives, bien entendu, s'il y a des manquements qui interviennent. Alors, le but, ce n'est pas seulement de répondre à nos engagements internationaux, les conventions de l'Organisation internationale du travail ou des règles des Nations unies en matière de droits humains, c'est aussi
de faire en sorte que les entreprises participent aux engagements que nous avons pris nous-mêmes. Je disais notamment les accords de Paris, notamment l'engagement sur la neutralité carbone en 2050. On n'y arrivera évidemment pas si l'on ne prend pas à bord l'ensemble des acteurs économiques. Alors c'est, pour vous donner une dernière précision, c'est en cours d'élaboration. On a terminé une consultation au mois de février qui a donné lieu à un peu moins de 500 000 réponses, ce qui est énorme. Nous avons maintenant une analyse d'impact qui est en cours. Et pour le début de l'été, le collège devrait se prononcer, la commission devrait se prononcer avant d'entamer, bien entendu, alors la discussion avec les co-législateurs, le Conseil et le Parlement. C'est extrêmement intéressant. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui s'interrogent sur ce qu'est le modèle européen. C'est un exemple de plus que vous nous donnez. Alors, peut-être simplement, parce que sur le mode, vous dites le modèle européen, c'est là que je disais, ce n'est pas de l'extraterritorialité. Ça veut dire que toutes les entreprises européennes seront évidemment concernées, mais que les entreprises qui voudront venir développer leurs activités aussi sur le territoire de l'Union européenne et dans le marché intérieur devront répondre à un certain nombre d'obligations de même nature. Donc nous sommes aussi dans ce travail en train de regarder comment des entreprises de pays tiers devront répondre aux mêmes exigences, bien entendu, si elles veulent être en compétition sur le marché intérieur. Donc, ce n'est pas l'idée d'aller régler la manière dont le marché chinois ou le marché américain s'organise, mais bien de dire à tous les acteurs venant de pays tiers, si vous venez dans l'Union européenne, vous allez devoir respecter un certain nombre de règles également dans ces matières. Avant vous, Thierry Breton, avec qui nous tenions une visioconférence, nous avez expliqué exactement les mêmes arguments en matière numérique et pour les grandes plateformes qui veulent travailler sur l'Europe. C'est en ce sens que je plaide pour un modèle européen que nous défendons et dont nous assurons la promotion sur le territoire du grand marché intérieur. Beaucoup de questions, monsieur le commissaire, sur l'état de droit et sur ce que vous avez indiqué. Alors, des questions très précises. Devant quels parlements nationaux avez-vous pu vous rendre et avez-vous d'autres projets pour y aller? Mais aussi une question de fond. Deux types de questions. Il y a certains qui disent la Commission n'est pas assez réactive et n'agit pas assez fortement pour des violations de l'état de droit en Pologne ou ailleurs. Et j'ai une question aussi d'une personne qui me dit mais comment conciliez-vous cette dimension européenne, ces réglementations européennes avec justement les démocraties nationales qui veulent rester souveraines au sein de leur Parlement? Justement, c'est un des enjeux du débat avec les parlements nationaux, de bien montrer que nous travaillons sur une culture d'état de droit, et une culture d'état de droit qui repose sur des valeurs partagées. Et donc, il n'y a pas de véritable conflit entre des valeurs qui seraient inscrites dans un cadre européen et des valeurs qui seraient celles des différentes cultures nationales. Je conçois bien qu'il y a des cultures différentes un peu partout à travers l'Europe, qu'il y a des histoires différentes, mais nous avons partagé des valeurs que nous avons d'ailleurs inscrites dans les traités. Je parlais tout à l'heure de l'article 2 du traité, et donc nous avons fait référence aux droits fondamentaux. Il y a maintenant une charte des droits fondamentaux qui, après une première période, est devenue contraignante, et donc une demande de respecter un certain nombre de valeurs, de droits partout en Europe. Donc, il n'est pas question de dire on peut mener une politique différente dans un État membre de ce qui est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux pour les droits fondamentaux ou différente de ce que l'on conçoit comme étant l'état de droit dans nos traités ou le système démocratique dans nos traités. Ça n'empêche pas évidemment des différences. Vous savez comme moi que nous avons 27 systèmes électoraux différents pour faire fonctionner des démocraties sous des formes très variées à travers l'ensemble de l'Union européenne. Nous avons d'ailleurs sur tous les sujets d'examen du rapport annuel sur l'état de droit des mécanismes différents dans beaucoup d'États membres. Ce que nous vérifions, c'est qu'ils sont conformes aux valeurs mises en avant. Alors, ces valeurs, on les retrouve évidemment, parce que c'est ça l'élément déterminant, dans un certain nombre de textes. Les traités, bien entendu, des décisions prises y compris d'ailleurs parfois à un autre échelon, celui du Conseil de l'Europe, auquel participent tous les États membres de l'Union européenne, et donc la Commission de Venise au Conseil de l'Europe ou d'autres organes du Conseil de l'Europe jouent un rôle important dans la définition de ces valeurs, mais aussi dans la jurisprudence, soit de la Cour de justice européenne à Luxembourg, soit de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et cet ensemble d'éléments donne
un nombre de standards européens à respecter lorsque l'on parle de l'indépendance de la justice. Et je parle d'indépendance de la justice parce que c'est le premier élément. Alors j'ai été, je veux dire, dans une petite vingtaine d'États membres. De toute façon, nous irons dans tous. Donc je peux déjà répondre de cette façon. Le but, c'est de rencontrer tous les parlements nationaux parce que ça permet de voir non seulement les majorités, mais les oppositions. Et de travailler, comme je l'ai dit, avec les sociétés civiles, énormément d'associations, de groupements divers, de journalistes, d'avocats, de juges, à travers l'ensemble de l'Union. Mais nous sommes ouverts à toutes les contributions. Pour le premier rapport, nous avons reçu 200 contributions écrites d'organisations de toute nature et nous avons organisé 300 visites vidéo, malheureusement. J'espère que pour le deuxième rapport, on ira physiquement dans les États membres. Alors, l'idée que l'on n'agit pas assez vite. D'abord, je dirais que ce débat sur l'état de droit est vraiment très présent dans l'Union depuis quelques années seulement. Malheureusement, au préalable, il y avait relativement peu de discussions sur cette problématique. C'est regrettable. J'y ai beaucoup travaillé comme membre du Conseil, dans plusieurs formations du Conseil. Mais maintenant, nous avons des outils. Alors, ces outils, on les utilise. D'abord, je disais, avec la plupart des États membres, le rapport annuel, c'est un document qui permet de voir comment les États vont améliorer la situation. Et je peux vous dire que la réponse a été très positive dans la plupart des États membres. Ces États membres nous proposent des projets de réforme pour améliorer la situation sur les points qui ont été mis en avant dans le rapport sur l'état de droit. Et ça, c'est une très bonne chose. Si ça n'est pas le cas, nous allons devant la Cour de justice. Alors, je sais que beaucoup considèrent que nous n'allons pas assez vite, mais c'est aussi ça l'état de droit. Je l'ai dit souvent dans des débats avec un certain nombre d'acteurs importants, professeurs d'université ou journalistes qui veulent que nous allions plus vite. Nous n'avons pas la même ligne du temps que les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas pour nous de dire il y a une décision dans un gouvernement ou dans un parlement ce matin, ce midi nous sommes devant la Cour et ce soir la Cour réagit. Non, nous analysons la décision qui a été prise, nous devons entrer en dialogue avec l'État membre, il y a une procédure pour faire en sorte qu'on écrive à cet État membre, qu'on lui permette de réagir, et puis nous allons devant la Cour, et comme vous le savez, devant la Cour, et la Cour travaille très souvent rapidement, bien entendu, mais ça prend malgré tout un certain temps, parfois même plusieurs années, avant d'avoir une décision définitive de la Cour. Mais c'est le principe de l'état de droit. On va devant une juridiction avec évidemment des droits de la défense et un véritable échange. Alors, quand je dis ça, c'est parce que nous avons obtenu des décisions de la Cour de justice, que ce soit à l'égard, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'attention de la Hongrie sur le système des universités, sur le système de financement extérieur des organisations de la société civile, des ONG. Nous avons obtenu des décisions et nous vérifions qu'elles soient mises en œuvre. Sur la Pologne, nous avons encore introduit récemment une nouvelle procédure contre la législation concernant l'organisation de la justice. Et lorsque des droits individuels sont en cause, nous venons à nouveau de le faire, nous demandons des mesures provisoires. Et l'année dernière, nous les avons obtenues contre les mesures disciplinaires prises à l'égard d'un certain nombre de juges en Pologne. Et donc, nous agissons de cette façon. Mais comme je l'ai dit, nous complétons aussi notre arsenal. Et je crois que la conditionnalité entre le financement des politiques européennes et le respect de l'état de droit sera un outil majeur dans les prochains mois et les prochaines années pour compléter cette démarche. Et puis, chaque institution doit jouer son rôle. Je terminerai par là. Il y a beaucoup de débats au Parlement européen. La Cour de justice a fait évoluer sa jurisprudence. Nous avons de nouveaux outils dans la Commission. Mais par exemple, lorsque nous utilisons un article très lourd, vous le savez, dans les traités, l'article 7, qui pourrait en bout de course aboutir à la suspension des droits de vote d'un État membre, il faut saisir le Conseil. Eh bien, depuis maintenant plusieurs années, le débat a lieu au Conseil sur deux saisines, l'une par le Parlement pour la situation en Hongrie, l'autre une saisine par la précédente commission que nous continuons à gérer maintenant concernant la Pologne. Mais c'est au Conseil à prendre attitude et les traités sont ce qu'ils sont. La majorité qualifiée pour constater qu'il y a un risque de violation de l'état de droit est une majorité forte et en bout de course, les sanctions devraient être prises à l'unanimité. Et on sent bien qu'il y a une très grande difficulté au Conseil pour avancer dans cette voie. Donc il faut aussi regarder de quoi nous disposons. C'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs demandé des outils nouveaux comme la conditionnalité. C'est la raison pour laquelle nous continuons à aller devant la Cour de justice. Donc ces éléments sont à prendre en considération. J'espère que progressivement, et je l'ai constaté encore hier dans une discussion au Conseil Affaires Générales, le Conseil va discuter de manière de plus en plus ouverte de cette question des valeurs, comme depuis plusieurs décennies maintenant, on discute des réformes structurelles et des budgets sans beaucoup d'hésitation.
il faut qu'on ait le même engagement en matière de respect des valeurs. Mais de nouveau, nous devons aussi respecter l'état de droit à l'échelon de l'Union, et donc il ne s'agit pas de réagir dans les 10 minutes, mais bien de mener des procédures, et souvent, sur ces procédures, nous obtenons gain de cause. Justement, Monsieur le Commissaire, à la lecture des questions, je m'aperçois que tout le monde n'a pas très bien compris comment s'appliquait le règlement sur les ressources propres, et notamment sur la conditionnalité. Beaucoup de nos auditeurs s'étonnent qu'il faille attendre l'accord de la Cour de justice. Or, c'était dans l'accord du Conseil européen. Est-ce que vous pouvez réexpliquer cela? Alors, pour être concret, je dirais que comme nous avons obtenu un budget plus important, on appelle ce Next Generation EU, la nouvelle génération, la prochaine génération de l'Union européenne, 750 milliards d'euros au moins qui vont pouvoir être dépensés plus rapidement et avec une grande flexibilité dans les plans de relance et de résilience, il est évident que la protection du budget européen est d'autant plus importante. Et donc, c'est une des grandes démarches, effectivement. Alors, la protection du budget, elle va se faire de deux façons. D'une part, par le parquet européen, il ne faut pas l'oublier. Donc, s'il s'agit de problèmes de fraude dans l'utilisation des budgets européens, je suis en train de terminer pour l'instant la mise en place sur l'ensemble des 22 États participants, puisque c'est un système optionnel, du parquet européen. Donc, il y aura pour la première fois la possibilité de mener des investigations, voire des poursuites, depuis le niveau européen. Mais tout le monde n'a pas participé. Certains pays, par tradition, d'être en dehors de nos discussions en matière criminelle, je pense à l'Irlande, au Danemark ou à la Suède, mais la Hongrie et la Pologne, de nouveau, n'ont pas choisi de participer à cette démarche. Donc, nous avons en parallèle développé la logique de la conditionnalité. Alors, effectivement, en quoi consiste-t-elle? Ça consiste à demander à la Commission, et donc nous allons travailler sur cela, et je le disais, le règlement est d'application depuis le 1er janvier, donc on a commencé le travail. On peut monter un dossier pour vérifier si, lié au budget, il y a des violations de l'état de droit, pour simplifier, dans des États membres, qui pourraient justifier que nous saisissions le Conseil, et que le Conseil, dès lors, décide, à la majorité qualifiée cette fois, de suspendre ou de stopper des financements. Donc la pression budgétaire est évidemment un élément majeur. Alors, est-ce que l'on doit attendre? Ce que l'on fait pour l'instant, je disais, c'est mettre en place des lignes directrices, notamment, c'est une grande préoccupation du Parlement européen également, pour protéger le bénéficiaire ultime du financement. Le but n'est pas de sanctionner la personne ou l'association qui est en bout de course de la chaîne de financement. Bien entendu, c'est de constater une problématique d'état de droit dans un État membre et de limiter le financement à travers l'État membre. La deuxième chose, la Cour de justice. Quand nous disons que nous allons tenir compte évidemment de la décision qui sera prise par la Cour, c'est que depuis le début, on sait que des recours vont être introduits, ils l'ont été maintenant, par la Hongrie et la Pologne contre la décision des colégislateurs, donc du Parlement et du Conseil. Il est évident que dans la façon dont nous allons appliquer le règlement, nous tiendrons compte de la décision de la Cour. Ça veut dire, je suis assez confiant dans le fait que la Cour va confirmer la base légale et le contenu du règlement, mais il est possible que la Cour ait des remarques malgré tout sur l'un ou l'autre aspect, nous en tiendrons compte. Mais j'insiste sur le fait que le règlement est d'application dès le 1er janvier de cette année, et donc nous avons déjà entamé nos travaux. Le rapport sur l'état de droit dont j'ai parlé est d'ailleurs une source d'informations sur les risques de violation de l'état de droit dans l'un ou l'autre État membre et pourrait permettre de démarrer des procédures à un moment donné devant le Conseil. N'oubliez pas que nous sommes encore toujours dans le processus de mise en œuvre du plan de relance et des moyens qui ont été décidés au niveau européen, puisque ces plans de relance, enfin cette décision européenne repose notamment sur des ressources propres nouvelles qui doivent être organisées à l'échelon européen, mais qui doivent être approuvées par les parlements nationaux. Et je ne désespère pas que les parlements nationaux puissent adopter les dispositions nécessaires pour que nous lancions ce financement avant l'été. Vous savez qu'il y a eu aujourd'hui une décision importante de la Cour fédérale allemande qui a rejeté un recours contre l'approbation et la signature par le président de la République de l'approbation donnée par le Parlement allemand à cette décision en matière de ressources propres. Donc, le Parlement allemand va pouvoir être confirmé dans sa décision et j'espère que tous les autres parlements, ceux qui n'ont pas encore pris la décision, vont suivre et que d'ici l'été, nous pourrons commencer les paiements
sur les plans de relance que les États sont en train de nous présenter. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Alors évidemment, on peut toujours se dire, ça vient fort tard. C'est une proposition de la Commission de 2018. Maintenant, c'est un règlement. Donc nous l'avons. Ça veut dire que dans les prochains mois et les prochaines années, nous allons pouvoir l'utiliser. Je sais que beaucoup auraient aimé qu'on puisse l'utiliser plus tôt, qu'on démarre encore plus rapidement, mais je crois qu'on doit d'abord se réjouir du fait que cet outil supplémentaire est maintenant dans notre panoplie. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. D'autres questions intéressantes. Quel regard portez-vous, double regard, juridique et, j'allais dire, politique et philosophique, sur l'ensemble des restrictions aux libertés que les États membres ont dû édicter pour faire face à la pandémie et à la Covid-19. Beaucoup de questions qui traduisent une incontestable lassitude, mais aussi une véritable inquiétude sur le fond, sur le fondement juridique de cet état d'urgence sanitaire, en quelque sorte. Dès le début de la pandémie, je crois que ça remonte au mois de mars de l'année dernière déjà, vraiment dans les premières semaines d'attention particulière pour cette pandémie dans l'Union européenne, après les informations qui nous venaient de Chine et d'ailleurs progressivement, j'avais demandé à la Commission qu'on puisse faire un suivi de toutes les mesures prises. Alors, en quoi est-ce que cela consiste? Ça consiste tout d'abord, vous avez raison, à se demander, dans le fond, est-ce que des mesures exceptionnelles, des mesures d'urgence, des mesures de transfert de compétences des parlements vers les gouvernements, état d'urgence, état de danger, pouvoirs spéciaux, les terminologies varient d'un état à l'autre, sont bien nécessaires et à quelles conditions? Alors, nécessaire, je crois que tout le monde a reconnu, et c'est assez large dès le départ, que les préoccupations de santé publique justifiaient une action des gouvernements et une action forte des gouvernements. Ce que nous avons dit depuis le début, c'est qu'il fallait continuer à examiner, d'abord mesure par mesure, la nécessité des mesures, la proportionnalité de ces mesures et l'aspect non discriminatoire. Je vais y revenir. Puis la deuxième chose, qui est tout aussi importante, c'est que quelles que soient toutes ces mesures prises, et de plus en plus par des gouvernements en urgence, que ces mesures fassent l'objet d'un double contrôle. Un contrôle parlementaire, donc nous sommes vraiment demandeurs, et heureusement ça se met en place plus fortement un peu partout à travers l'Europe, que les parlements reprennent clairement leur rôle, que les parlements organisent la mise en place des mesures d'exception, mais vérifient aussi si ces mesures correspondent bien aux principes que je viens d'évoquer, et puis un contrôle judiciaire, qu'il soit toujours possible d'aller devant des juridictions contestées. Et vous avez vu que dans un certain nombre d'États membres à nouveau, les juridictions jouaient leur rôle et ont pu effectivement contester. Je fais une toute petite parenthèse. Les juridictions, pour qu'elles puissent le faire, doivent notamment disposer d'outils numériques. Parce que là où les outils numériques existaient, les juridictions ont continué à fonctionner. Nous nous rendons compte que quand les outils numériques n'étaient pas là, parfois les juridictions ont été suspendues dans leurs activités. Et si je reviens brièvement au volet des principes que j'évoquais, de nouveau, regardez ce que nous faisons en matière de libre circulation. Nous avons proposé au mois de septembre de l'année dernière aux États membres d'organiser une manière commune de définir la libre circulation en Europe. Il y a donc eu une recommandation adoptée par 27 États membres, les 27, en octobre. Elle a été amendée au début de cette année, au mois de février. Et je me bats encore, jour après jour, avec une série d'États membres pour vérifier qu'on respecte bien les recommandations qui ont pourtant été adoptées par ces mêmes États membres. Un exemple, les voyages non essentiels. Nous reconnaissons qu'il est tout à fait possible de demander des tests, des quarantaines, donc d'être très restrictifs, mais nous avons demandé de ne pas les interdire. Et pourtant, une série d'États membres avait décidé d'interdire ces voyages non essentiels. Et donc là, nous entrons en dialogue avec les États membres. La Belgique vient de lever cette interdiction. L'Allemagne a évolué aussi en enlevant un certain nombre d'interdictions, pas encore toutes, mais nous continuons à être en discussion, par exemple, avec le Danemark, la Suède, la Finlande ou la Hongrie, qui ont maintenu des mesures très fortes d'interdiction de voyage. Alors voilà, sur tous ces sujets-là, on avance. Je voudrais simplement confirmer que l'intention est évidemment que toutes ces mesures soient nécessaires et proportionnées, mais ça veut dire aussi qu'elles disparaissent, bien entendu, une fois que nous sortons progressivement de cette pandémie. Il faut qu'il y ait une fin à la crise. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure le certificat que nous voulons mettre en place. C'est un certificat qui veut vraiment faire en sorte que
on puisse lever progressivement les restrictions plus facilement, parce que l'outil sera à disposition des États membres et que l'on pourra clairement vérifier si quelqu'un a été malade, a été vacciné ou a subi des tests montrant son caractère négatif. Merci beaucoup pour ces questions. Si vous me permettez d'élargir un peu la discussion, puisque vous êtes une personnalité politique éminente et un Européen convaincu depuis toujours, un grand praticien de la chose européenne, vous évoquiez le parquet européen, qui est une coopération renforcée à seulement 22 États membres. Il y a des questions quant à l'opt-out que certains États ont obtenu en matière, par exemple, pour la charte des droits fondamentaux, qui est souvent visée par la jurisprudence de la Cour. Est-ce que pour le responsable de l'état de droit que vous êtes, ces opt-out en matière de droits fondamentaux sont vraiment un obstacle, ou bien est-ce que le mouvement se créant en marchant, finalement, il y a une communauté de valeurs, y compris lorsqu'elles ne sont pas ratifiées par certains? Il y a effectivement un effet d'entraînement qui joue à travers l'Union européenne, et je vous dirais que le rapport sur l'état de droit que nous avons publié l'année dernière, qui est une première, mais qui va maintenant être un rapport annuel, va dans ce sens, puisque cela nous permet, non seulement dans les institutions européennes, mais dans les parlements nationaux, avec les sociétés civiles nationales, d'avoir un véritable débat sur des grands pans de l'activité touchant à l'état de droit. Alors, il y a beaucoup de débats aussi pour nous dire, oui, mais comment fait-on ce même travail sur la Charte des droits fondamentaux, puisque vous la citez. Nous avons développé une nouvelle stratégie en la matière avec un rapport qui va aussi être un rapport annuel, plus sur un thème chaque fois que vraiment un rapport analytique dans chacun des États membres, mais pour à nouveau lancer la même démarche et essayer de convaincre. Mais vous savez qu'il y a aussi des thèmes sur lesquels il faut effectivement convaincre. Alors, je vais en prendre deux très brièvement pour éviter de passer à travers l'ensemble des problématiques qu'on pourrait évoquer. Vous parlez du parquet européen. Il y a effectivement 22 États membres qui ont décidé de participer. On aurait pu attendre que tout le monde soit d'accord. On serait toujours probablement en train d'attendre l'installation d'un parquet. Le parquet, son procureur en chef m'a proposé, Madame Kövesi, de démarrer les opérations au 1er juin si tout le monde a désigné ses procureurs délégués, et on avance. J'espère qu'on y arrivera pour le mois de juin. J'ai toujours dit qu'il fallait que nous démarrions au premier semestre. Mais je constate que, par exemple, la Suède, qui ne participait pas, réfléchit maintenant à une législation qui pourrait être adoptée l'année prochaine pour rejoindre la démarche du parquet européen. Et je ne désespère pas qu'un jour ou l'autre, des majorités politiques, des gouvernements dans d'autres pays comme la Hongrie, la Pologne, peut-être le Danemark ou l'Irlande, décideront de nous rejoindre. Mais voilà, nous avons fait le choix, évidemment, d'avancer au moins avec ceux qui le souhaitaient. Et les autorités nationales des pays qui ne participent pas vont devoir collaborer avec le parquet européen, qui, dans les conventions du Conseil de l'Europe, pour ne pas être trop technique, va être une entité qui devra être reconnue, évidemment, par l'ensemble des États partenaires. Donc, il y aura malgré tout un travail possible. Un autre exemple pour montrer l'effet d'entraînement, c'est la Convention d'Istanbul. Vous savez que nous souhaitons que l'Union européenne puisse ratifier la Convention d'Istanbul, mais tous les États membres ne l'ont pas fait. Et il y a là des débats sur lesquels, pour être très concret, j'ai chaque fois essayé d'expliquer que je peux comprendre que l'on ait des visions différentes du droit de la famille. Vous savez que les États membres ont une grande autonomie en la matière. Nous avançons lentement en matière d'harmonisation, mais il y a des débats qui ont évolué à des rythmes différents selon les États européens. Pas revenir sur le débat français sur le mariage pour tous, mais dans beaucoup d'États européens, quelle est la notion de mariage, notamment entre personnes du même sexe, quelle est l'adoption possible. Tous ces débats évoluent. Mais je toujours dit, entre ces débats-là et la violence faite aux femmes ou aux enfants dans le domaine familial, il y a une énorme différence, et que là, on parle de crime. Et donc, il n'est pas question d'imaginer qu'on n'ait pas la même approche en la matière. Et donc, ce que nous disons, si nous n'arrivons pas à faire ratifier par tout le monde cette convention, il va falloir que l'on travaille de plus en plus sur un outil européen au moins dédicacé aux violences familiales, aux violences intrafamiliales, essentiellement dirigées contre les femmes et les enfants, et qui malheureusement, vous le savez, ont été encore plus nombreuses, ces violences, pendant la pandémie, par le confinement et les difficultés de protection, que pendant une période normale. Alors voilà, on espère évidemment que dans ces matières-là,
l'exemple montré par un certain nombre permettent de développer une culture commune. Mais ce n'est pas gagné d'avance. C'est évident que nous avons encore du travail. C'est d'ailleurs la même idée qui a été mise en avant quand on a dans d'autres domaines, imaginez les coopérations renforcées, de dire est-ce qu'un groupe d'États peut jouer ce rôle de pionnier en espérant que d'autres rejoignent. Mais parfois, ils ne rejoignent jamais. Vous savez que malheureusement, parfois, ils décident même de s'en aller. Je ne vais pas revenir sur le Brexit, mais qui a malheureusement occupé énormément les travaux de la Commission pendant la première année de notre mandat. Monsieur le commissaire, il est frappant, et nos spectateurs sont aussi très frappés de voir l'ampleur que prend votre problématique et votre portefeuille. En réalité, comme vous le notiez depuis 2-3 ans, maintenant c'est devenu à l'agenda de l'Union européenne et c'est très important. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est parallèle à l'évolution externe de l'Union européenne qui vient depuis plusieurs semaines de prononcer des sanctions internationales importantes, y compris à l'égard de la Chine ou de l'Iran? Est-ce que c'est quelque chose que vous menez de front au sein de la Commission? Comment dirais-je? Il faut que l'état de droit soit assuré en interne pour pouvoir le porter sur la scène internationale. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. Vous êtes donc au cœur de tous ces sujets. J'ai eu l'occasion pendant un peu moins d'une dizaine d'années de participer à tous ces débats au Conseil Affaires étrangères, bien entendu de l'autre côté de la rue, ici à Bruxelles, dans les instances du Conseil. Mais une première chose qui est importante de rappeler, c'est que plus nous ferons le travail à la maison, plus nous aurons une crédibilité pour nous exprimer sur la scène internationale. Et donc, c'est à nouveau l'importance du rapport sur l'état de droit dans les 27 États membres, l'importance du fait que maintenant, dans notre nouvelle stratégie d'élargissement, nous avons dit qu'avec les pays candidats, notamment dans les Balkans, nous commencerions et nous terminerions la procédure par une analyse de la situation de l'état de droit. Et si nous faisons ce travail, et je sais qu'il y a encore beaucoup de reproches sur la rapidité avec laquelle, on en a parlé tout à l'heure, nous agissons ou l'ampleur de notre action, mais si nous montrons que nous sommes très attentifs à l'état de droit dans l'Union, on peut être d'autant plus crédible à l'extérieur. Alors l'extérieur, c'est notamment cette politique de décision à prendre par le Conseil en ce qui concerne des sanctions liées aux abus, aux violations et abus des droits de l'homme dans le monde entier. Et là, c'est vraiment une capacité d'action à côté des sanctions déjà qui existaient en matière de gel des avoirs ou d'interdiction de voyage dans d'autres domaines. Ici, c'est vraiment pour violation et abus des droits de l'homme que la décision de décembre de l'année dernière permet d'avancer. Et vous savez que depuis que cette décision a été prise, il y a déjà eu des personnes et des entités sanctionnés, originaires de Corée du Nord, de Libye, du Soudan du Sud, d'Érythrée, de Chine et de Russie. Et donc, il faut évidemment identifier très clairement les personnes qui peuvent avoir une responsabilité dans des violations ou dans des abus liés aux droits de l'homme et puis prendre ces sanctions. Et donc, je disais, on s'appuie sur la crédibilité interne, bien entendu, mais on s'appuie aussi alors sur une action le plus souvent menée en commun avec des partenaires. Il est évidemment plus évident pour l'Union européenne de pouvoir prendre des mesures fortes si d'autres partenaires sur la scène internationale qui ont la même approche vont dans la même direction. C'est un équilibre qui n'est pas simple parce que chaque fois ça donne lieu évidemment à des réactions des pays concernés, mais je crois qu'il faut que l'Union européenne puisse montrer qu'elle est tout aussi présente dans ce domaine des droits humains qu'elle ne l'est dans des discussions de commerce ou dans d'autres types de discussions. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, je vous parlais tout à l'heure de notre initiative en matière de gouvernance durable, qui va intégrer aussi la problématique des droits humains dans la manière dont les entreprises s'approvisionnent à travers le monde. On a beaucoup parlé du travail forcé dans une province de Chine, notamment ces derniers temps. C'est un débat qu'il faut prendre en considération, mais on va aussi, dans la politique commerciale, intégrer beaucoup plus cette réflexion sur les droits humains, sur les droits sociaux, mais aussi sur la protection de l'environnement, pas seulement le changement climatique, aussi la biodiversité. Et c'est un rôle que l'Union européenne essaie d'avoir. Nous parlions tout à l'heure de l'extraterritorialité. Ça n'est pas la méthode de travail de l'Union. La méthode de travail de l'Union, c'est plutôt de montrer
que nous prenons des dispositions à l'intérieur de l'Union européenne et que nous essayons ensuite d'en faire une sorte de référence pour des standards internationaux. Ce qui a été fait, je crois, ces dernières années en matière de protection des données est un bon exemple. On peut toujours regretter peut-être que nous ne sommes pas dans un monde parfait en Europe en matière de protection des données, mais nous avons donné le ton. Et à travers le règlement général sur la protection des données, on voit maintenant que dans toute une série de parties du monde, des règlements de même nature se mettent en place. Et que donc, les règles, les principes mis en avant par l'Union européenne deviennent des standards internationaux. C'est ce que nous tentons de faire aussi à travers cette politique. La politique des sanctions n'a pas pour but exclusivement de sanctionner, ça a pour but de faire changer les choses, évidemment. Alors c'est un travail à long terme, mais si nous pouvions avoir une approche de plus en plus intégrée à l'échelle internationale, je crois que le moyen de pression serait de plus en plus fort, comme on l'a vu parfois à travers des pressions économiques. Je reste convaincu, ayant vécu également, que les pressions économiques qui avaient été mises à l'égard de l'Iran ont quand même, à un moment donné, permis que l'on arrive à un accord sur le nucléaire iranien. De nouveau, je ne prétends pas qu'il est parfait, je ne prétends pas que tout est réglé, mais c'est par une action commune sur notamment des sanctions, et nous avons toujours des sanctions en matière de droits humains à l'égard de l'Iran, que des évolutions se sont aussi produites à l'intérieur du pays. De ce point de vue-là, accordez-vous beaucoup d'importance et placez-vous beaucoup d'espoir dans le parquet européen. L'Européen que je suis pense que tôt ou tard, ses compétences vont s'élargir et que déjà, elles sont très importantes si elles sont assumées correctement. Comment voyez-vous ça pour l'avenir ? Peut-être que dans le débat de la conférence sur le futur de l'Europe, j'aurai l'occasion de m'exprimer encore plus, peut-être parfois à titre plus personnel. On pourrait retrouver d'ailleurs des déclarations antérieures sur la vision de l'Europe dans le futur. J'ai beaucoup participé à des débats sur le futur de l'Europe, notamment, vous le rappeliez, comme ministre des Affaires étrangères ou comme ministre en charge des Affaires européennes. Mais quand je regarde la situation aujourd'hui, notamment au départ du parquet, il y a 2 ou 3 éléments sur lesquels je peux vraiment insister. Première chose, c'est tout à fait exceptionnel, cette démarche. 20 ans de politique de justice dans l'Union européenne, et en 20 ans, on en arrive non seulement à développer des politiques de coordination, de coopération, mais à avoir un parquet à l'échelon européen menant des investigations, des poursuites, même si évidemment ces poursuites ensuite iront devant les tribunaux nationaux. Donc c'est un phénomène exceptionnel. Je crois qu'il faut d'abord acter cela. Je peux vous dire que ça fait maintenant plus de 3 ans que la démarche est en cours, mais depuis maintenant 1 an et demi, on y a consacré énormément d'énergie pour installer le procureur en chef ou la procureure en chef, pour installer les procureurs à Luxembourg, maintenant pour installer les procureurs délégués, ils seront 140 à travers l'ensemble des pays participants, et donc pour démarrer. Première chose, c'est exceptionnel. La deuxième chose, avant de réfléchir au futur, je vais y venir aussi, d'abord, montrons que ce parquet fonctionne. Je crois que, comme pour toute politique européenne, si on veut continuer à développer le projet européen, on a un vrai besoin de convaincre les citoyens européens, et pas seulement les citoyens, les entreprises et les acteurs publics européens, que les politiques que nous menons fonctionnent. Donc, il faut vraiment que ce parquet européen réussisse, qu'il arrive à jouer son rôle de sanction, bien entendu, lorsque des dérives interviennent, mais aussi de prévention, d'éviter qu'il n'y ait des fraudes, parce qu'on sait que ce parquet est un outil efficace. Et puis le troisième élément, c'est vrai, il y a déjà eu des débats dès son installation sur l'extension des compétences de ce parquet, notamment vers les actes de terrorisme transfrontaliers. J'ai toujours dit, moi je crois qu'on devra effectivement revenir sur ce débat et voir comment peut-être élargir les compétences, mais démontrons d'abord que ce parquet fonctionne. Et puis vous savez, quand on discute de la protection des intérêts financiers de l'Union, des intérêts budgétaires, ce ne sont pas exactement les mêmes techniques et les mêmes spécialités qui sont mises en œuvre que quand on discute de la lutte contre le terrorisme transfrontalier. Donc ça veut dire qu'il faudrait, si l'on va un jour dans cette direction, que les États acceptent alors de donner encore plus de moyens à un parquet dont, par rapport aux estimations de départ, j'ai quand même obtenu que l'on triple les moyens budgétaires. Nous sommes maintenant à des moyens budgétaires 3 fois plus élevés que ce qui avait été imaginé pour l'année 21, et nous souhaiterions encore aller un peu au-delà dans les compétences actuelles. Donc voilà, c'est vrai que dans la discussion sur le futur de l'Europe, la discussion sur la manière d'organiser la justice en Europe est une discussion importante. Et à côté de la Cour de justice, qui a effectivement son rôle,
comment développer une politique plus intégrée, au moins dans un certain nombre de grands domaines. Nous le faisons pour les intérêts financiers de l'Union, mais on pourrait parler du terrorisme, des abus sexuels sur les enfants, du crime organisé, d'un certain nombre de domaines transfrontaliers où pour l'instant nous mettons en place des politiques de coopération entre les systèmes de police et de justice. Et on pourrait imaginer qu'au-delà d'Europol, d'Eurojust et des coopérations que nous mettons en place, il y a peut-être des outils qui aillent plus loin, comme ce parquet. Mais de grâce, dans un premier temps, permettons-lui de réussir sa mission. S'il l'a réussi, il aura tous les atouts pour avoir des compétences plus étendues. Avec un petit regret quand même, monsieur le commissaire, c'est que tout ça va se faire en anglais, malheureusement. C'est une décision prise en interne, c'est une décision prise dans la langue de travail, mais vous savez qu'on va travailler beaucoup essentiellement avec les différents États membres, et là, évidemment, dans la langue des États membres. Mais c'est un choix sur le travail interne qui a été fait par le Collège des procureurs lui-même. Je vous dirais qu'au sein de la Commission, c'est aussi une des préoccupations, même si nous avons 3 langues dans le Collège, je parle de la Commission elle-même, l'anglais, le français et l'allemand qui sont utilisés. Le plus petit commun dénominateur est souvent la langue anglaise. Oui, oui. Enfin, je ne suis pas sûr que tous les Anglais considèrent qu'il s'agisse vraiment de la langue anglaise. Ça dépend, parce que l'anglais parlé à Bruxelles, ce n'est pas l'anglais de Shakespeare non plus. Ça peut parfois être un peu différent. Monsieur le commissaire, je ne veux pas abuser de votre temps, j'ai promis de respecter votre agenda. Je voudrais vous poser une dernière question comme responsable politique éminent, pro-européen que vous êtes, et avec l'expérience qui est la vôtre. La Commission vient de lancer la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il va donc y avoir des débats, ça va être le feu d'artifice de tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de votre vision d'avenir, même si je suis totalement d'accord avec vous, il faut que nous fassions la preuve de l'efficacité des politiques européennes pour convaincre et avoir un sentiment d'appartenance. Comment quand même voyez-vous l'évolution dans le monde de l'ensemble européen qui ne cesse de progresser, mais qui en même temps a du mal à faire adhérer tous ses citoyens? Alors, je dirais peut-être en commençant par vos derniers mots, comment faire adhérer les citoyens? Je crois qu'on doit tenter, et c'est toujours, vous le savez, vous le tentez pratiquement tous les jours, très compliqué, de faire participer les citoyens. Et quand je dis c'est très compliqué, j'ai souvent participé à des rencontres avec une fondation comme la vôtre ou les Amis de l'Europe, et on a parfois le sentiment qu'on se réunit entre convaincus. Et donc, une des grandes difficultés, c'est de faire en sorte que l'on puisse aller toucher des publics qui ne sont pas les publics de convaincus et les publics participant classiquement à ces échanges européens. Alors, on va essayer de nouveau. Vous avez vu qu'une plateforme a été lancée dans les 24 langues de l'Union pour demander aux citoyens de réagir. Et il y a déjà pas mal de citoyens qui ont commencé à réagir de façon très diverse, mais ça, c'est le but d'une consultation. Donc, premier élément, je pense qu'un des enjeux de la conférence, avant même le fond de cette conférence, c'est d'essayer de brasser des idées et d'intéresser les citoyens européens à l'avenir d'une institution très importante pour eux, qui est l'institution européenne. Le deuxième élément, c'est non pas d'éviter, mais de canaliser un des risques de cette conférence, qui est un débat classique de répartition des rôles entre les institutions. Comment les institutions vont-elles elles-mêmes tenter de débattre entre elles des compétences du Parlement, du rôle de la Commission, du rôle du Conseil. Vous aurez remarqué que depuis une dizaine d'années, crise bancaire, crise des dettes souveraines, maintenant pandémie, le Conseil européen se réunit de plus en plus souvent et a des allures d'exécutif. Bon, la Commission a normalement un rôle exécutif au sein des instances, et je sais que beaucoup de fédéralistes convaincus se disent, en fait, les co-législateurs, ce sont 2 assemblées. L'une, le Parlement, élu direct, l'autre, le Conseil, représentant les États. Mais les propositions viennent de la Commission. Donc, je crois qu'il faudra quand même regarder comment, dans cette structure institutionnelle, on renforce le caractère démocratique de chacune des institutions. Il y a du travail au Parlement, au Conseil, comme à la Commission, mais on essaye de donner un peu de clarté sur les rôles respectifs. Et là, nous verrons bien si c'est une évolution. Vous évoquiez l'évolution fédérale, d'autres pensent à d'autres types d'évolution, mais comment au moins donner un peu de clarté? Et puis, moi, ce qui me paraît le plus fondamental, c'est de montrer à nouveau que certaines politiques réussissent. Et je crois qu'il faut en revenir à un principe assez évident qui est celui de la subsidiarité.
qu'il faut maintenant tenter de traduire et d'expliquer. Je ne prendrai qu'un seul exemple, puisqu'on est en plein encore malheureusement dans la pandémie. C'est ce que nous vivons en matière de politique de santé. Je ne suis pas du tout convaincu que l'Union européenne doit récupérer toutes les politiques de santé, loin de là. Il y a énormément de choses à faire par les États, par les collectivités locales, à travers l'Union. Mais on peut au moins se poser la question de savoir ce qui est plus efficace pour l'ensemble des citoyens européens quand on prend la décision à l'échelon de l'Union. Imaginez ce que serait la situation, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur les vaccins, mais en matière de vaccination, si on n'avait pas organisé la solidarité à l'échelon européen, si vous aviez quelques États européens disposant de vaccins et d'autres pas, et un certain nombre d'autres entre les deux, nous aurions un rejet encore beaucoup plus fort de la situation européenne. Et donc, je crois que ce qu'il va falloir réellement se poser comme question, c'est quels sont les domaines et avec quel type de décision faut-il les réserver aux instances européennes? Dans quel dossier peut-on donner une véritable plus-value à l'action de l'Union européenne? Et je crois qu'en matière de politique extérieure, de sécurité, de santé, là en santé on le sent bien, ce sont des domaines dans lesquels il va falloir bien définir l'action que peut mener l'Union européenne pour donner une plus-value au projet, tout en laissant, bien entendu, des compétences très fortes dans les mains des États, des régions, des collectivités locales, lorsqu'elles sont mieux placées. Mais si je prenais l'exemple de la santé, c'est parce que j'étais très frappé, connaissant ce débat depuis longtemps, d'entendre beaucoup de questions sur « mais que fait l'Europe ?» Mais vous savez comme moi que la politique de santé, c'est avant tout une politique des États membres. Ce qu'a fait l'Europe, c'est finalement faire de la santé sans le savoir, enfin nous le savions un peu, je n'étais pas tout à fait M. Jourdain et la prose, mais nous avons quand même créé petit à petit, avec la Commission, une politique de santé à l'échelon européen qui n'était pas clairement définie. Et donc, ce qui a été fait en matière de recherche et de financement sur les vaccins pour permettre qu'ils soient disponibles dans un délai particulièrement court, maintenant pour faire en sorte que nous ayons des outils à l'échelon européen, comme l'Agence des médicaments, comme le Centre sur les maladies, les CDC, comme on le nomme régulièrement de nouveau dans son acronyme anglo-saxon, eh bien, tous ces outils-là vont devoir être renforcés. Mais ce n'est pas parce que nous allons mener cette politique de santé au niveau européen que toute la politique de santé est dans les mains de l'Union européenne. Alors voilà, je pense que la conférence va devoir se prononcer sur ces différents éléments. Comment faire en sorte que ce ne soit pas une discussion en club, mais bien avec l'ensemble des citoyens. La plateforme va nous y aider. Toute une série de consultations vont être organisées. J'espère qu'elles vont fonctionner pour que des citoyens européens participent au-delà des cercles habituels de consultation. Je crois qu'il y aura un débat entre institutions. Le but, c'est de le canaliser et d'essayer de montrer qu'on va renforcer le caractère démocratique de l'Union européenne dans chacune des institutions, et puis montrer que dans plusieurs politiques, il y a une vraie plus-value, mais pour cela, il faut montrer que ces politiques réussissent. Je suis convaincu que si, par exemple, la vaccination progresse aussi fortement qu'on le croit vraiment d'ici l'été, alors on aura montré qu'il y a une vraie capacité de mener une politique en matière de santé. Si nous n'y arrivons pas, je peux comprendre que des citoyens européens alors se posent des questions. Alors, je donne l'adresse de la plateforme que vous évoquiez, futureu.europa.eu. Vous pouvez vous y exprimer librement, ou bien sûr, sur le site de la Fondation Robert Schuman, robert-schuman.eu. Puis il y aura plusieurs contributions de notre fondation. Monsieur le commissaire, j'ai promis de ne pas abuser de votre agenda. Mille merci de toutes ces explications, de votre franchise, de la clarté de vos propos, et tout notre soutien vous accompagne dans votre tâche de plus en plus importante. Merci en tout cas infiniment, et à très bientôt, j'espère. À très bientôt et merci de votre invitation en tout cas. À bientôt. Au revoir.